Bonjour à tous et bienvenue à la maison d'expatriation. Bienvenue ce soir pour notre conférence. Donc, je suis ravie aussi d'accueillir toutes les personnes qui sont en ligne avec nous. Donc, en quelques mots, la maison d'expatriation, qu'est-ce que c'est? On vous accompagne dans votre projet pour partir à l'étranger et aussi pour rentrer. Donc, vous avez l'opportunité de rencontrer un conseiller qui travaille ici sous format de rendez-vous de 30 minutes. Donc, soit ici directement dans notre maison, soit à distance. Et puis, en parallèle de ça, on a aussi des conférences, donc comme aujourd'hui. Et donc, je vous invite aussi à vous connecter en fait à notre site internet pour pouvoir regarder les différentes conférences qu'on organise et pouvoir vous inscrire. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Alix Carnot d'Expat Communication et Rachida Kassi de la CFE pour une conférence sur le thème d'être une femme en expatriation. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Merci pour cet accueil. Alors, être une femme en expatriation, pourquoi est-ce que c'est un enjeu? Pourquoi est-ce qu'on parle des femmes en expatriation? Pourquoi est-ce qu'on parle du site Femmes Expat? Tout simplement. Eh bien, parce que si l'expatriation est une évidence pour tous et toutes aujourd'hui, il est complètement évident qu'en 2024, il y a des spécificités au fait d'être une femme ou un homme en expatriation. Et si vous n'en êtes pas encore convaincu, notre mission avec Rachida maintenant, ça va être de vous le montrer et de voir l'impact que ça peut avoir. Donc, on va se présenter rapidement. Donc, Rachida, tu es la directrice de la communication de la Caisse des Français de l'étranger. Moi, je co-dirige l'entreprise Expat Communication qui édite notamment le site Femmes Expat, avec un engagement très fort pour les femmes depuis 2001. Et on édite notamment un baromètre. On sort depuis 2014, donc depuis 10 ans, avec la Caisse des Français de l'étranger, où 4 fois par an, on va mesurer l'impact de la mobilité internationale sur la vie et la carrière des expatriés, hommes et femmes, et très souvent d'ailleurs, on distingue hommes et femmes dans les études parce que les résultats sont souvent différents. Ça va être une des premières preuves qu'il faut s'intéresser à l'expatriation au féminin, c'est que visiblement, on ne la vit pas comme expatriation au masculin. Et on va regarder aussi en fonction de différents personas, de différents types d'expatriés. Et par exemple, on va s'intéresser aux conjoints expatriés. Conjoint expatrié, je n'ai pas dit femme d'expat, j'ai dit conjoint expatrié. En 2024, dans 90% des cas encore, le conjoint expatrié est une femme. Donc, conjoint ne veut pas dire femme, mais quand on parle des femmes en expatriation, dans 35% des cas, la femme est conjoint expatrié. Donc, il y a quand même un lien entre les deux qu'on va explorer, mais on va aussi s'intéresser à ceux qui partent seuls en expat, où la question d'être conjoint ou meneur de l'expatriation ne se pose pas, puisque de toute façon, on part seul. Voilà ce qu'on va regarder, et on va commencer par la question de la protection sociale en expatriation. Et là, je vais laisser la main à Rachida, parce que Rachida, on a dit que tu étais directrice de la communication de la CFE. C'est quoi la CFE? Alors, la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, c'est, je dois résumer en quelques mots, la sécurité sociale des Français qui vivent à l'étranger ou des expatriés. Peu de personnes le savent, mais quand on va vivre à l'étranger, on a la possibilité d'avoir la continuité de ses droits en France et de pouvoir être couvert par la CFE dans les mêmes conditions que si on était en France, et donc de pouvoir bénéficier d'une protection sociale à la française, quel que soit le pays, son pays d'expatriation, même si dans le pays d'expatriation, il n'y a pas de système de protection sociale, mais en tout cas qu'il y a un système de protection sociale vraiment différent de celui qu'on connaît en France. Et un exemple, puisqu'on parlait des points de protection sociale à laquelle on ne pense pas suffisamment, c'est la retraite. Exactement. Et la retraite, la CFE permet des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes pour une femme qui part pour travailler, comme pour une femme. Exactement. Quand on parle de sécurité sociale, c'est la sécurité sociale, c'est 3 garanties. C'est l'assurance santé, maladie, maternité pour la femme, l'invalidité, toute la partie prévoyance, donc accident du travail, maladie professionnelle, et la retraite. Donc en fait, il y a la possibilité
de continuer à cotiser au système de retraite français pour les salariés, aussi quand on est à l'étranger. Et donc, ça vient en fait alimenter le compteur de trimestre de la CNAV, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et donc, pour les conjoints d'expatriés, il y a la possibilité de pouvoir continuer à alimenter son compteur de retraite française, même si on ne va pas travailler à l'étranger, sous la condition justement on est conjoint accompagné. Voilà, donc ça, on ne reviendra pas beaucoup dessus. Donc c'est vraiment peut-être le point le plus important à retenir de cette présentation. Avant de partir, que l'on soit en solo ou en couple, on vérifie bien les possibilités d'assurance sociale qu'on a pour la santé, parce que c'est pas forcément pris en charge par votre employeur. Et puis parce que même si c'est pris en charge par votre employeur local, ça ne vous donne pas forcément des droits à vos retours en France. Or, on voit, et surtout, là c'est une spécificité des femmes, les Français se soignent souvent à l'étranger, reviennent souvent pour se soigner, les femmes encore plus, les consultants, on va parler de la santé après, les consultations gynéco sont un des grands classiques de ce qu'on fait quand on fait son passage en France, où on va titrer quelques boîtes. Comment est-ce que vous serez pris en charge pour ces consultations gynécologiques? Voilà. Et puis, retraite, indispensable. Toutes les études le montrent, il y a une moins bonne protection retraite des femmes par rapport aux hommes. Les femmes ont plus de trous dans leur retraite. Les femmes expatriées, c'est encore plus vrai. Et donc, on se bat avec Rachida pour la couverture retraite des femmes expatriées. Si vous n'êtes pas encore parti, c'est vraiment le moment d'aller demander un rendez-vous avec la CFE pour vous dire, si je pars, que j'ai un job ou que j'en ai pas, comment est-ce que je vais pouvoir vérifier que ce départ ne creuse pas trop les trous que je pourrais peut-être déjà avoir. Et les trous, ça peut être tout simplement parce que je vais cotiser dans un système de retraite qui ne sera pas compatible avec le système français. C'est vraiment un point majeur par lequel on a commencé. On peut poser des questions. Oh, oui, allez. Non, allez-y déjà. Il y a, en Europe, il y a des accords quand même au niveau de la retraite. Exact. En Europe et dans certains pays, en fait, qui ont signé des conventions de sécurité sociale entre la France et le pays à l'étranger. Ces conventions, en fait, ces accords, pour la plupart, permettent de pouvoir, au moment où vous allez liquider votre retraite, pouvoir dire, je souhaite intégrer les trimestres cotisés à l'étranger à ma retraite française. Donc, il faut que vous soyez soit en Europe, soit dans ces pays où il existe cette convention. Mais la particularité, donc ça vous permet effectivement de ne pas avoir de trou dans votre carrière française. Vous avez commencé à constituer avant de partir en expatriation. Par contre, ça ne prend pas en compte le salaire pour le calcul de la pension. En fait, aujourd'hui, dans le calcul de la pension de retraite de base, on y intègre le nombre de trimestres cotisés et la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Si votre salaire à l'étranger pourrait faire partie de ces 25 meilleures années de salaire, il ne sera pas pris en considération dans le calcul de la pension. Donc, ça peut en fait diminuer le montant que vous allez percevoir à la fin au moment de la liquidation de votre pension. Donc, ça peut être... Ça, c'est systématique. Oui, dans les conventions, c'est donc c'est le nombre de trimestres, ok, mais pas le montant du salaire. Exactement, pas le montant du salaire. Donc ça, c'est important d'être à la CFE pour ce point-là, parce que ça reconstitue votre carrière à l'étranger comme si, vraiment, de manière complètement transparente, vous aviez travaillé en France. Donc, les salaires perçus à l'étranger seront intégrés dans la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Après, il y a une autre particularité qu'on ne maîtrise pas, que les personnes ne maîtrisent pas avant de partir, c'est que vous pouvez avoir plusieurs pays d'expatriation. Et donc, vous ne pourrez pas cumuler dans ce calcul de convention plusieurs pays où il existe des conventions. Donc, si vous avez fait des pays en Europe et des pays à l'étranger où il existe une convention, la CNAV n'en sélectionnera que 2. Donc, si vous en avez fait plus de 2, ou 3, ou 4, ce n'est pas vous qui choisirez les pays que vous allez intégrer dans le calcul de votre pension, c'est la CNAV. Et la CNAV choisira les pays où vous avez passé le plus de temps. D'accord. Donc là, potentiellement, ça peut créer un trou dans votre carrière. Et autre risque sur lequel, évidemment, si jamais vous êtes concerné, il faut bien penser à valider la façon dont vous êtes assuré, c'est la maternité.
puisque les coûts de maternité en France, c'est quelque chose qu'on n'envisage même pas en général quand on décide d'avoir un bébé. À l'étranger, on a vu des coûts de maternité s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est vraiment... Et si jamais on s'y prend trop tard, on peut se retrouver avec des assurances qui nous disent « Madame, vous êtes déjà enceinte, tant pis pour vous, moi je vous aurais couvert si jamais vous aviez été inscrit avant d'avoir lancé ce projet de maternité. » Donc c'est vraiment des choses à caler avant le bébé. N'hésitez pas à continuer à poser des questions dessus par la suite, parce que c'est peut-être le point plus important qu'il faut qu'on voit ensemble. Après, il y a des questions de santé, même au-delà de savoir comment est-ce que vous allez financer cette santé, ça c'est la protection sociale, il y a comment est-ce qu'on se soigne à l'étranger. Et ce que nous dit notre baromètre Expat Communication, c'est que les femmes à l'étranger ne sont pas très contentes de la façon dont est pris en charge leur santé. Pourquoi ? Alors l'interprétation, c'est pas forcément que la santé est moins bien, la santé des femmes est moins bien prise en charge à l'étranger, c'est que dans notre rapport à la santé et à la médecine est extrêmement culturel. On a nos habitudes, on a notre façon de faire qu'on a depuis qu'on est adolescente. Je vous donne un exemple très précis, on parlait de maternité. Si vous êtes en Angleterre, par exemple, pour un suivi de maternité, vous ne saurez pas ce qu'une Française appelle ausculter. Le médecin va vaguement palper votre ventre et puis vous dire « Oh, très bien, vous venez dans un mois ». Une Française ne se sentira pas prise en charge par cette façon-là qui fonctionne pour les Anglaises. Enfin, autre détail, la durée d'une grossesse n'est pas évaluée de la même façon exactement selon le pays dans lequel on se trouve. Les soins pour les femmes, je pense la péridurale par exemple, est prise en charge, est un acte très courant en France et pas du tout préconisé dans d'autres pays. Ça c'est pour la maternité, mais le suivi gynécologique, c'est la même chose. D'un pays à l'autre, le suivi n'est pas fait de la même façon. Et certaines peuvent ne pas du tout s'y reconnaître. Donc, notre proposition pour les femmes qui partent à l'étranger, c'est de lire ce guide de l'expatriation féminin dans lequel vous aurez plus de détails et de ne pas hésiter à poser des questions dans des groupes de femmes, par exemple le site Femmes Expat. Sur Facebook, il y a un groupe qui va avec le site Femmes Expat, ça s'appelle Groupe Femmes Expat, dans lequel vous n'hésitez pas à poser ces questions en fonction du pays de destination et vous aurez des résultats à vos questions. Vous avez la possibilité de continuer à vous faire soigner en France. Donc la CFE, on est la Caisse des Français de l'étranger, mais les soins pris en charge sont pris en charge partout dans le monde. Il n'y a pas d'exclusion de pays ni de pathologie. Si vous vous souscrivez à la CFE au départ de France, vous êtes couvert dans la continuité. Donc si il y a une maternité qui a été déclarée au départ de France, elle sera couverte à l'étranger par la CFE. Et sur ce suivi-là, on a aussi la prise en charge de téléconsultation. Donc vous pouvez, si vous ne pouvez pas rentrer régulièrement en France, vous pouvez continuer à garder vos professionnels de santé français et être suivi par le biais de la téléconsultation quand cela est possible. Une question, alors moi, mon employeur m'a dit, ne souscrivez pas avant de partir en France, vous souscrirez une fois que vous serez sur place. À la CFE ? Oui. Alors, c'est pas obligatoire, en fait, c'est-à-dire que on ne peut pas couvrir quelqu'un qui continue à résider en France. Mais si vous connaissez votre date d'expatriation et que vous savez qu'à partir de telle date, vous serez à l'étranger, vous pouvez très bien nous envoyer votre bulletin de souscription ou souscrire en ligne en nous précisant que vous ne serez, la CFE pourra commencer à vous couvrir au moment où vous partirez de France, donc à telle date. Donc ça, c'est possible, en fait, d'anticiper l'adhésion. Mais là où, en fait, je pense que ce que veut dire votre employeur, c'est que vous ne pouvez pas commencer à souscrire dès maintenant, alors qu'officiellement, vous êtes encore résidente française et donc que vous continuez à cotiser par le biais, très certainement, de votre employeur à la sécurité sociale française. Là, pour le coup, on ne peut pas souscrire à la fois à la CFE et en même temps à la sécurité sociale. On est deux organismes de sécurité sociale de base, donc ça n'aurait presque pas d'intérêt, j'en suis sûre. Par contre, c'est important de le faire dans les 3 mois qui suivent votre départ de France. Parce que si vous dépassez ce délai de 3 mois, il n'y aura plus la continuité avec la sécurité sociale. Et quand je dis continuité, c'est le fait de vous couvrir dans l'immédiateté. Si vous laissez passer ce délai, on va vous appliquer une carence qui peut aller jusqu'à 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, vous payez des cotisations à la CFE, mais vous ne pourrez pas prétendre à des remboursements. Donc il ne faut pas dépasser le délai des 3 mois. Voilà.
Voilà sur ces sujets de santé sur lesquels on reviendra peut-être si vous voulez. Si jamais vous avez vous avez distribué normalement dans vos pochettes ce guide de l'expatriation au féminin, si vous vouliez le retrouver autrement, en ligne, il suffit de flasher ce QR code et vous y aurez accès ou si vous voulez le partager avec les amis. Et puis on avait prévu de parler de maternité, mais je crois qu'on l'a déjà quand même pas mal évoqué. Les femmes, ça n'est pas que des corps, donc on a parlé de la protection sociale, on a parlé de la santé, de la maternité, on va passer aux autres sujets de ce que c'est que d'être une femme à l'étranger, et avec évidemment, là, le grand sujet suivant, c'est celui des mœurs, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme quand j'habite à l'étranger. Et là-dessus, évidemment, ça va dépendre complètement du pays dans lequel vous allez partir. Ce qui est probable, c'est que vous allez secouer dans votre façon d'être une femme. On n'est pas une femme de la même façon. C'est extrêmement... Donc, sans tomber dans les grandes questions de savoir si jamais le fait d'être une femme est une question de nature ou une question de culture, ce qui est évident, c'est qu'il y a une partie de culture aussi. Je prends des exemples idiots, mais il y a des pays où quand vous êtes une femme, on va vous ouvrir la porte et vous considérez, et le fait d'être une femme va vous donner un statut particulier, ce qui a été, on pourrait dire, le cas de la France, même si ça change rapidement. Dans d'autres pays, ce ne sera pas du tout le cas. Il y a des pays où vous pourrez vous sentir en sécurité en tant que femme, je pense notamment en Asie, où toutes les enquêtes nous montrent que les femmes se sentent extrêmement en sécurité en tant que femmes, y compris pour sortir tard le soir, dans la plupart des grandes villes d'Asie. Ce ne sera pas du tout le cas dans des grandes métropoles d'Amérique du Sud. Donc, en termes de quel est mon statut dans la société, en termes de sécurité, mais aussi en termes de droit sur le plan juridique. Est-ce que j'aurai le droit de travailler ou pas? Est-ce que j'aurai un visa? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un compte en banque et d'en disposer? Quelle est l'égalité au sein du couple? Ça dépend beaucoup du pays dans lequel vous partez. Et c'est vraiment un sujet qu'on vous invite à creuser. Les situations n'étant pas forcément aussi caricaturales que celles dont on peut avoir l'image. On a accompagné il n'y a pas longtemps une femme expatriée qui partait en Arabie Saoudite, qui était hyper inquiète en disant « je pars en Arabie, est-ce que je vais avoir le droit de me déplacer sans mes collègues ?» Bien sûr. Est-ce que je vais avoir le droit de conduire? Oui. Est-ce que je serai obligée de porter le voile et une abaya? Non, parce que vous êtes une femme expatriée. Après, ça dépend, il faut regarder plus en finesse si on est dans une grande ville ou dans les campagnes. À l'hôpital, par exemple, dans beaucoup de pays des Émirats, on va recommander aux femmes d'avoir toujours un voile dans leur sac, parce que dans certaines situations, même si ce n'est pas le cas dans le reste de la ville, on va leur demander de sortir leur voile. Tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir creusées avant de partir, parce que si jamais vous le découvrez sur place, vous pouvez être très choqué. Si jamais vous y allez en toute connaissance de cause, vous n'aurez pas du tout le même rapport avec les restrictions ou les différences que peut avoir votre statut de femme. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question des mœurs? Non, mais je pense qu'effectivement, la seule chose qu'il faut rajouter, c'est effectivement de bien vous renseigner avant de partir en expatriation sur ces différentes questions. Et que le statut de la femme dans un pays est toujours, je dirais, non seulement plus nuancé, mais plus complexe que celui qu'on peut avoir à l'image. C'est souvent moi, cette discussion que j'ai eue avec des femmes du Moyen-Orient qui me disaient « mais c'est marrant, mais chez moi, dans la rue, je dépends de mon mari ou je dois être discrète, mais dans mon pays, ce sont les femmes qui commandent. » Le principe de sororité, de l'influence de la mère, notamment sur ses enfants, est hyper fort. Et qui disent, moi je suis arrivée au Canada, et là j'ai dit à mes enfants de m'obéir, je suis la mère. Et on m'a dit, mais non madame, vous ne pouvez pas parler comme ça à vos enfants. Oui, mon statut de mère à la fin. Donc voilà des choses qui sont utiles à creuser. Point qui n'est pas du tout secondaire, c'est celui du corps et du rapport à la beauté en expatriation. Et d'après les sondages, d'après beaucoup d'enquêtes qu'on a faites, le fait de partir à l'étranger est assez libératoire.
sur le plan de l'apparence physique. Parce que là encore, je vous disais, il y a plein de façons d'être une femme. Il y a plein de rapports au corps différents selon le pays où on va habiter. Le cas qu'on a retrouvé le plus souvent, c'est celles, par exemple, qui sont en Amérique du Sud et qui me disent, là-bas, culturellement, la femme, le recours à la chirurgie esthétique est prégnant. Pour les 40 ans d'une femme BBL, souvent, son mari va lui offrir une opération pour se faire refaire les seins, refaire les fesses, ce qui ne serait pas forcément très bien vu par une femme française. Les femmes qui habitent aux États-Unis nous disent, là-bas, le rapport à l'artificialité du corps, au maquillage, à la coiffure, au fait de se faire les ongles, est complètement différent de celui que peut avoir une femme française pour qui, et d'ailleurs les Américaines nous disent, la femme française, c'est celle qui a l'air naturelle, pas plus naturelle qu'une autre, mais quand elle se maquille, quand elle se coiffe, il faut le net plus ultra, c'est que ça fasse naturel. Moi, j'étais en Australie. En France, on me dit toujours, ah là là, c'est super d'avoir une ligne fine, etc. En Australie, les Australiennes, mes copines australiennes me disaient, mais ça ne choque pas que ton mari, tu sois aussi maigre. Je suis hyper vexée, je suis française. Et non, pour d'autres amies, donc moi, je n'ai pas très bien vécu, pour d'autres amies qui étaient plus rondes, elles ont pu vivre leur rondeur avec beaucoup plus de confort et habiter leur corps d'une façon plus cool, plus réconciliée avec leur corps, j'ai envie de dire, parce qu'elles étaient dans des pays pour lesquels le fait d'avoir des rondeurs était au contraire quelque chose de bienvenu. Et ce que disent les multi-expats, c'est que du coup, il y a une liberté par rapport à son apparence qu'on va développer petit à petit. Et ça rejoint, tout à l'heure, dans une conférence plus générale sur l'expatriation, on disait aujourd'hui, les gens partent à l'étranger, pas tant pour le boulot que pour se trouver soi-même, habiter leur vie d'une façon plus large en découvrant d'autres façons d'être soi-même. Et bien, je pense que ce rapport au corps qui est différent, il est beaucoup plus profond que juste l'apparence. Il est le fait de pouvoir oser être une femme en prenant de la liberté par rapport aux clichés du pays duquel on est originaire. Et je ne sais pas si, déjà, Rachida, tu veux compléter ce que j'ai dit? Oui, alors moi ce que je voulais dire, c'est se sentir belle. C'est pas effectivement parce qu'on parle de chirurgie esthétique que si on la pratique énormément dans le pays dans lequel vous partez en expatriation, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la chirurgie esthétique. C'est vraiment de vous sentir d'abord bien dans votre peau en fonction et avec vos valeurs aussi. Mais peut-être que j'imagine que vous êtes tous en train de vous demander si la CFE rembourse les opérations. Je l'ai lu dans vos pensées. Alors, la CFE rembourse dans les mêmes conditions que la sécurité sociale française rembourserait. Donc, j'ai envie de dire, a priori, non, sauf sous certaines conditions. Voilà, Comme la sécu. Arrête là. Comme la sécu, exactement. Être une femme, c'est aussi un statut, et on va distinguer un petit peu la femme qui part seule et la femme qui part en couple. On va écouter tout de suite le podcast de l'expatriation, qui est un podcast qu'on a lancé avec la Caisse des Français à l'étranger, Femmes Expat. Être expatrié quand on a une trentaine d'années, être célibataire, ça doit être un challenge. Être expatrié quand on a une trentaine d'années, être célibataire, ça a le don d'être un challenge en fait, parce que socialement, on part seul vers l'inconnu, même si on a un contrat professionnel, donc une mobilité à l'international. On n'est pas avec son compagnon pour pouvoir aussi exprimer ce qu'on ressent. Personne ne me demandait qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'expatrié, tu bosses dans quel domaine? Non, c'était toujours et votre mari, il travaille pour quelle société? Donc c'était assez compliqué, j'avais l'impression d'être un ovni en fait. Il peut y avoir des enjeux de sécurité, on l'a vu, ça c'est vraiment extrêmement variable d'un pays à l'autre. Il y a des tas de pays où, au contraire, les femmes célibataires se disent beaucoup plus en sécurité qu'en France.
Après, ça va beaucoup dépendre de l'âge. Et c'est ce que dit la femme qu'on entend dans ce podcast est assez typique de ce que vont dire les femmes au-delà de 35 ans. Je pense qu'être célibataire avant 35 ans, la frontière, évidemment, elle dépend de chaque femme et du milieu dans lequel on évolue. Je prends un exemple, le milieu des humanitaires est un milieu dans lequel il y a beaucoup de célibataires, hommes et femmes, jusque assez tard, parce que c'est des gens qui partent pour la mission qui est quand même difficilement compatible avec une vie de famille. Et donc, assez souvent, on va avoir des célibataires dans ces milieux. Donc, si vous travaillez pour MSF, être une femme célibataire de 45 ans, je pense que ce n'est pas vraiment un enjeu. Vous allez bosser pour Total en Algérie et vous êtes une femme, là, c'est compliqué. Parce que là, on va vous dire, déjà, 80% des expats partent en couple. Surtout, ça c'est ce que nous dit notre baromètre. Surtout les expats d'entreprise. Surtout au-delà de 30 ans. Surtout que les expats d'entreprise, c'est généralement des hommes. Donc là, quand vous êtes une femme, ça peut être plus difficile. Et ce que disent les femmes, c'est attention, parce que quand vous arrivez dans ces communautés qui sont expats, dans ce type de pays où c'est beaucoup des expats d'entreprise, votre statut peut être pas évident à démontrer, c'est ce qu'explique cette jeune femme. Et vous pouvez être vu par les femmes qui, dans ce type de communauté, souvent ne travaillent pas, comme qui est-elle exactement, puisqu'elle, elle est une femme qui travaille, alors je dis elle travaille, c'est pas vrai. La plupart maintenant des conjoints expatriés travaillent, mais avec des statuts qui ne sont pas les mêmes que les conjoints. C'est, on va dire, des boulots qu'elles ont trouvés sur place, sur lesquels elles ont pas mal perdu en périmètre de responsabilité, en salaire. Et ces femmes peuvent trouver étrange de voir une femme qui, elle, a le même genre de job que leur mari. Les expatriés, les autres expatriés peuvent se dire, tiens, c'est bizarre d'être une femme là où d'habitude on est dans un club de mecs. Et les locaux peuvent se dire, tiens, mais qui est-elle? C'est une femme, pas de notre pays, mais elle est notre boss, puisque souvent l'expat va avoir des positions de responsabilité. En quoi, moi c'est ce que nous avons souvent dit des femmes dans ces situations-là, en quoi, même pour mes équipes, je reste une femme, alors que je ne suis pas du même pays, parfois pas de la même couleur, et que je bosse et que je suis leur boss. Et ça peut être des situations qui engendrent une certaine solitude à laquelle il vaut mieux être préparé. Gilles, est-ce que tu as rencontré des femmes qui ont ce type de profil? Oui, côté CFE, on couvre vraiment tout le monde et donc les différents profils d'expatriés. Côté protection sociale, il n'y a pas de souci. On a différentes offres de produits, effectivement, la possibilité d'être couvert en solo ou en famille. Donc, c'est pas un sujet de protection sociale. Mais effectivement, on a des femmes qui se retrouvent isolées et qui peuvent avoir ce choc de culture ou, à contrario, ce côté, parce qu'elles ont des postes à responsabilité à l'étranger, où on n'a pas l'habitude de voir des femmes à poste à responsabilité, ou de l'autre côté, justement, des femmes qui se sentent, qui ont moins de responsabilité par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Est-ce que vous qui êtes dans la salle, vous avez des questions ou des remarques? Parce que je suis sûre qu'il y a une part importante de vous qui a déjà habité à l'étranger. Est-ce que vous voulez compléter là-dessus? Non? Alors, on passe aux femmes en couple. Alors, quel est l'impact du fait de partir à l'étranger quand on est en couple? Il y en a beaucoup, parce que je disais, dans une part importante des cas, l'un des deux va devenir le conjoint. Pas forcément la femme, mais souvent la femme. Et on va essayer de distinguer ce qui est juste de l'expatriation et de ce qui est le fait de devenir conjoint dans un couple. L'expatriation dans le couple, ça rebat les cartes. Déjà, c'est pour ça qu'on parle, c'est pour cette liberté. Mais qui dit liberté dit transaction. Si on part à l'étranger à 5000 km de chez belle-maman, qu'est-ce qu'on va faire de nos dimanches pour le déjeuner? Donc, je caricature évidemment, mais ça veut dire on va réinventer notre vie, et donc dans le couple, ça va être une source de discussion. Ce qui est super simple, et c'est-à-dire que ça rapproche, c'est que c'est hyper bon pour un couple de refaire régulièrement des choix. On va choisir le quartier où on veut habiter. Quand on choisit un quartier, ça veut dire qu'on choisit un mode de vie. Est-ce qu'on veut être dans le quartier français? Est-ce qu'on veut être près des écoles? Est-ce qu'on veut être près de la mer? Est-ce qu'on veut être... nous, quand on s'est installé en Australie, on était dans le quartier juif orthodoxe. C'est un style de vie ultra particulier. Quel est notre choix de couple par rapport à ça? Et puis aussi, qui est-ce qu'on veut voir? Est-ce qu'on veut voir
des Français? Est-ce qu'on veut voir des internationaux? Est-ce qu'on veut voir des locaux? Est-ce qu'on veut voir les gens de l'école? Est-ce qu'on veut voir les gens du boulot? Quand on est en France, on ne se pose pas tellement la question, ça se fait tout seul. Là, tout va être sujet de reconstruire sa vie. Donc c'est absolument passionnant, ça peut tirailler un peu. Et maintenant, je vais quand même appuyer là où ça fait plus mal, c'est dans le cas où il y en a un des deux qui est le conjoint. C'est quand même souvent le cas. Et là, on a une préconisation avec Rachida, c'est on vous conseille de passer voir votre notaire avant de partir. Pourquoi? D'abord parce que, je disais, les droits des femmes ne sont pas toujours les mêmes. Le droit matrimonial aussi qui va s'appliquer ne sera pas forcément le même. Si vous, comme c'est souvent le cas, vous mariez pour partir en expatriation, ou si vous restez plus de 10 ans dans le pays dans lequel vous habitez, il va se passer un truc bizarre, c'est que le droit qui va s'appliquer pour votre couple, c'est le droit local. Même si vous n'êtes pas marié, si vous partez en Australie par exemple, alors que vous êtes juste concubin, les concubins, il va y avoir un régime qui va s'appliquer qui est assez proche de celui du mariage en France. Donc ça, il vaut mieux le savoir avant, parce qu'en cas de séparation, en cas de décès, ça peut avoir un gros impact. Et vous ne savez pas forcément, parce que parfois vous avez juste l'impression que c'est le droit français qui s'applique parce que vous êtes français. Pas du tout, parce que vous habitez à l'étranger depuis très peu de temps après votre mariage ou depuis très longtemps. Et dans certains pays, je vais vous faire un peu peur, mais ça peut être la charia qui s'applique. Donc là encore, il vaut mieux le savoir avant. Donc voilà, impact matrimonial. Et puis il y a aussi des impacts financiers sur le fait de partir habiter à l'étranger. Si jamais vous êtes le conjoint et qu'il y en a un des deux, en tout cas ça peut être l'homme ou la femme, donc peu importe, qui arrête de bosser pour suivre l'autre, qu'est-ce qui se passe déjà en termes de revenus? Moi, je vois trop souvent dans des coachings des femmes qui me disent « Ah oui, mais ça, par exemple, nous on vend du coaching pour aider les conjoints à trouver du boulot. » Il y en a qui me disent « Ah oui, mais ça, je ne peux pas m'offrir parce que je comprends, je ne bosse pas, donc je n'ai pas le droit. » Mais ça peut même être « Je ne peux pas aller jouer au tennis ou faire une partie de golf alors que j'en ai envie parce que comme je ne bosse pas, j'y ai pas le droit. » Moi, je trouve ça absolument injuste. Donc, là, ce n'est pas les études qui le disent, hein, c'est mon avis à moi. Si jamais il y en a un des deux qui va gagner souvent plus d'argent, ou par exemple avoir le fait que la scolarité des enfants soit payée par la boîte, ou etc., enfin, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a lâché son job. Donc il n'y a aucune raison à ce que celui des deux qui a lâché son job ait un sentiment de je suis redevable, presque je suis redevenu comme un enfant qui va demander l'argent de poche à ses parents alors que c'est à son conjoint. Et là, c'est pas bon pour le couple expatriation, parce que forcément, ça génère une frustration. Donc ça, si on ne veut pas le vivre de façon frustrée, ça se discute avant le départ, et l'argent ne doit pas être un sujet tabou. Ça, c'est vrai pour les revenus, mais c'est vrai aussi pour le patrimoine. Exemple perso, nous on rentre en France, et comme beaucoup d'expats au retour, on achète un appart. Et comme pas mal d'expats, on est en séparation de biens. Et donc là, le notaire dit, de qui viennent les fonds? Et alors moi, je commence à avoir des palpitations. Mais comment ça, de qui viennent les fonds? Les fonds, ils viennent des deux. Ben, c'est nous deux. Non, madame, vous êtes en séparation de biens. Donc en fait, comme les fonds viennent de monsieur, parce que le capital mis de côté, il vient de monsieur, puisque c'est lui qui bossait en expat, et comme c'est lui qui, la plupart des études sont à son nom, donc l'appartement sera à monsieur. C'est hors de question, puisque ce qu'on a mis de côté pendant l'expat, c'est parce que je ne bossais pas, et puisque si monsieur gagne plus, c'est parce que j'ai arrêté, je l'ai suivi 8 fois en 14 ans. Donc non, l'appart est à nous deux. Madame, si vous faites ça, c'est une donation entre époux et c'est imposé. Bon, je peux le dire parce que ça fait plus de 10 ans, donc on ne peut plus être rattrapé par la patrouille. On s'est dit, on s'en fiche, l'appartement est aux deux. Mais ce n'était pas du tout légal. Et ça aurait dû être anticipé. Donc, avant de partir, quand il y en a un des deux dans le couple, et ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question là, de conjoint ou de suiveur, enfin de suiveur ou de meneur, on passe voir son notaire qui va vous raconter tout ça. On a toute une liste sur le site Femmes Expat de notaires, parce qu'ils ne se connaissent pas du tout tous en question internationale. Sur le site Femmes Expat, vous avez la liste des notaires qui ont une spécialité internationale. Et je vous invite vraiment à aller les voir tant que tout va bien, parce que ces questions d'argent, quand tout va bien, on les résout très facilement dans l'enthousiasme du départ. Mais ma chérie, c'est tellement sympa que tu me suives, et évidemment qu'on va résoudre cette question-là. L'expatriation, ça secoue. On a fait plein d'études là-dessus. Globalement, l'expatriation, ça renforce les couples. Il y a eu un moment, un mythe urbain, qu'il y avait beaucoup plus de divorces à l'étranger qu'en France, c'est pas vrai. Et si c'était le cas, il ne faudrait pas partir.
parce que celui des deux qui est le conjoint, il prend trop de risques. Donc si jamais, comme on l'a entendu à un moment, un couple sur deux se séparait en expatriation, tout est faux, et ben surtout partez par mesdames, si vous partez comme conjoint. La plupart du temps, ça renforce, mais quand un couple est fragile, comme l'expatriation secoue le couple, alors il peut y avoir des séparations, effectivement. Et ce qui est certain, c'est qu'une séparation à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué qu'une séparation en France. Parce qu'il s'y rajoute plein de choses un peu trash. Il peut y avoir un nouveau conjoint sur place, il peut y avoir des enfants qui ne peuvent pas rentrer, il peut y avoir des biens sur plusieurs pays. Enfin, ça devient très vite un imbroglio. Un divorce, déjà, c'est pas facile, mais si on rajoute cette dimension-là, c'est vite très compliqué. Donc, il faut vraiment que les choses soient claires. J'ai été très longue sur ce sujet, mais il est important. Mais il est super important et c'est pas aussi une question de revenu, c'est aussi une question côté assurance santé. Parce que vous partez avec un certain état d'esprit, une certaine solidité dans le couple. Donc si en général le mari qui est expatrié par le biais de son employeur, ça peut être aussi l'employeur qui prend en charge les coûts de la protection sociale, en tout cas de la couverture de santé pour la famille. Et s'il y a un problème, eh ben, la conjointe peut se retrouver aussi démunie en se disant qui va payer maintenant la couverture santé, ou je ne peux pas partir parce que sinon ça veut dire que je vais devoir payer ma propre assurance et donc j'aurai telle et telle problématique. On l'a vu aussi pour la retraite. C'est aussi pour ça qu'il est important aussi de vérifier que côté retraite, on a la bonne cotisation et qu'on n'a pas des trous dans sa carrière, parce que en partant, j'imagine que tout est beau, tout est rose et c'est pas grave si on dépend du conjoint. Et s'il devait y avoir séparation ou en tout cas point de discorde à l'étranger, du coup, il faut quand même pouvoir avoir sécurisé aussi le développement de sa carrière ou en tout cas de sa retraite, le cas échéant. Donc voilà, c'est des questions qu'on ne se pose pas nécessairement. Il y a toujours des solutions, mais il faut éviter l'état de dépendance. La solidité, ça peut être, par exemple, c'est un montage que font pas mal d'expatriés, où il y en a un des deux qui, pour celui des deux qui est plus vulnérable, acheter un appartement, un bien immobilier en France, il y a plein de systèmes de dire celui des deux qui est le plus dépendant devient gérant de ce bien immobilier et les locations qui vont avec ce bien sont considérées comme un revenu pour lui, par exemple. Enfin, il y a plein de montages possibles et sur le site Femmes Expat, on a plein d'articles là-dessus qui peuvent être, mais c'est pas des choses qui sont au dernier moment, c'est des choses à voir dès le départ. Puisque ça, on intervient souvent avec Rachida et vraiment un des leitmotifs, c'est ce qui fait une expatriation, le succès d'une expatriation. C'est la préparation, mais aussi c'est d'envisager le retour dès le départ. Le retour, tout ce que vous avez laissé au retour, enfin en partant, vous le retrouverez au retour. Et ce qui n'a pas été bien préparé est parfois quasiment impossible à rattraper. Un autre exemple, c'est la démission. Si jamais vous suivez votre conjoint à l'étranger, pensez bien à démissionner pour suivi de conjoint. Même si vous partez à l'étranger et que vous n'aurez pas le droit aux aides de France Travail quand vous êtes à l'étranger, quand vous reviendrez, vous y aurez le droit. Si en partant, vous avez démissionné pour des poursuivis de conjoint. Voilà. Ça, c'est des choses toutes simples, mais dans 10 ans, il sera trop tard. Il sera trop tard pour faire cette période. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui suivent leur conjoint à l'étranger? Parce que je n'ai pas de ce statut-là, mais... Non. Je l'ai fait dans le passé. Oui, je vous vois qui a caissé. Ok. Tous ces sujets-là, donc je sais, sont sur les podcasts que vous retrouvez sur le site Femmes Expat. Vulnérabilité des femmes à l'étranger, ça c'est le point le plus fort de la vulnérabilité, c'est celui de la solitude. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut se préparer. La solitude, elle vient de deux choses. Elle vient du fait qu'on arrive à l'étranger, on ne connaît personne. Et elle vient du fait qu'on a laissé sa place là où on était. Et que même si aujourd'hui, c'est plus du tout évidemment la même chose de partir aujourd'hui que ça l'était il y a même 10 ans, tellement WhatsApp et Messenger et FaceTime sont devenus des compagnons quotidiens. Mais quand même, pensez à vos amis qui sont partis. J'imagine que vous n'avez pas sur FaceTime tous les jours. Et qu'il y a quand même une distance qui se crée. Et que ça aussi, ça contribue à la solitude. C'est-à-dire le temps qu'on se refasse son réseau
sur place, mais aussi ce décalage qui se crée avec ceux qu'on a laissés en France. Et ça, il y a pas, enfin, c'est important de donner des nouvelles régulièrement. Parfois, il faut se forcer à le faire. Sachez que ceux que vous laissez ne vous les demanderont pas. C'est des grosses... enfin, ceux parmi vous qui sont déjà partis à l'étranger, vous le savez. Ils passent tous par un moment de bon sang. Tout le monde a oublié. Ils m'ont tous oublié, ils n'en ont rien à faire. Non, mais ils n'ont pas rien à faire, mais leur quotidien va vite et ils ne vous demanderont pas de nouvelles. Et en plus, pire que ça, vos nouvelles ne les intéresseront pas. Parce que ce que vous vivez, ils ne peuvent pas l'imaginer. Donc ça peut créer un grand sentiment de solitude qui peut générer une certaine vulnérabilité. Comment est-ce qu'on peut y remédier? Bon, je te laisse répondre. Comment est-ce qu'on recrée son réseau Sur place, à l'étranger, il y a énormément. Enfin, nous, on est effarés à chaque fois qu'on se déplace à l'étranger. C'est que moi, je suis effarée de voir à quel point la communauté française est une vraie communauté de solidarité, d'entraide, de partage d'expériences, de bons plans. Donc, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, vous allez, dans un premier temps, c'est important d'aller chercher effectivement une communauté qui a la même culture, les mêmes valeurs que nous, enfin, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont les mêmes valeurs, mais en tout cas, qui ont à peu près les mêmes repères que vous. Ils pourront vous donner dans un premier temps les premières informations de comment ça se passe la vie, c'est quoi les trucs et astuces pour bien se débrouiller dans la vie où vous trouvez. Et puis, petit à petit, une fois que vous aurez les codes, vous serez ce Français de l'étranger. Et donc, vous pouvez les retrouver dans les groupes Facebook dans un premier temps. Il y a effectivement le site de Femmes Expat qui a pas mal d'informations sur le site de la ville, mais enfin du pays ou de la ville. Mais voilà, c'est dans un premier temps aller chercher cette communauté de gens qui pourraient partager la même expérience que vous. De façon très pratique, sur le site Femmes Expat, ce qu'on vous recommande, c'est de ne jamais partir dans un pays sans avoir eu 3 personnes au téléphone, enfin, au téléphone en ligne, en leur parlant de visu. Idéalement un voyage de reconnaissance, mais les voyages de reconnaissance ça coûte cher et c'est pas toujours possible. Mais en tout cas, ne pas se contenter, parce que maintenant on voit le fait d'avoir Internet donne un certain sentiment de puissance à l'étranger. Je me suis renseignée, puis de toute façon, si ça va, enfin, tout est accessible en un clic. Et enfin, je le dis d'autant plus qu'on a le site Femmes Expat sur lequel vous avez plein d'infos. Mais même si Femmes Expat c'est formidable, vous avez aussi le petit journal, vous avez plein de sites formidables, ça ne suffit pas. Il faut absolument avoir des gens et leur poser des questions au téléphone directement. Parce que, et lesquelles questions direz-vous? Imaginez le déroulé d'une de vos journées, type, et voyez dans quelle mesure cette journée pourra se reproduire dans la ville où vous partez. Le matin, je pars bosser, bon, très bien, dans cette ville-là, comment est-ce qu'on part bosser? Est-ce qu'on est en sécurité? Au boulot, comment ça se passe? Quelle est la place des femmes? Est-ce qu'on sociabilise avec ses collègues? Est-ce qu'on déjeune avec les collègues ou est-ce qu'on apporte sa lunchbox et on se dépêche? Est-ce qu'on prend des pots est-ce qu'on est potes avec ses collègues? J'étais en Espagne, tous les soirs il y avait un pot avec les collègues, si on n'y allait pas professionnellement c'était un problème. En Pologne c'est pas du tout le cas. Donc en France jamais, enfin rarement. Comment est-ce que ça se passe là-dessus? Mais aussi sur vos loisirs. Moi je pratique la boxe en tant que femme. Une petite collègue qui me disait ça aujourd'hui au déjeuner. Elle était dans un pays où le fait qu'une femme fasse de la boxe, ça passait pas. Quoi. Bon, ça dépend de vos loisirs. Mais toutes ces questions-là, voilà. Faites-vous mentalement votre journée, votre week-end, et posez toutes les questions sur la façon dont vous pourrez vous adapter. Parce qu'une fois de plus, ça ne veut pas dire que vous serez libre de tout, mais tout ce que vous aurez anticipé, où vous serez parti en sachant déjà, vous le vivrez beaucoup mieux que les renoncements que vous devrez faire une fois sur place et qui probablement vous pourront créer de la frustration. Voilà sur les contacts. Après, il y a on parlait du réseau français, il y a le réseau de la FIAF, hein, les accueils francophones. C'est un cadeau incroyable qu'on a les Français. Presque dans les 150 plus grandes villes de France, du monde, pardon, il y a un Toronto accueil, un Madrid accueil, un Hanoï accueil. Ce sont des réseaux formidables avec les bénévoles qui sont à votre disposition. Ne loupez pas le café d'accueil en septembre. C'est un super moyen de savoir les activités. Il y en a pour la journée pour les femmes qui ne bossent pas, il y en a le soir pour les femmes qui bossent. Et c'est une super façon de sociabiliser
parce que comme on disait tout à l'heure, quand tu n'es pas sociabilisé qu'avec des locaux au départ, ça se fera dans un temps suivant, mais en tout cas au départ, c'est quand même cool de savoir qu'il y a des Français pour vous accueillir et qui ont les mêmes réflexes, qui seront étonnés par les mêmes choses que vous, qui auront les bons plans pour trouver un lit de vin rouge en Arabie Saoudite ou du saucisson au Qatar. Ça peut vous faire plaisir. Vous pourriez rappeler ce que c'est que le FIR? La FIAF, la Fédération internationale des accueils des Français de l'étranger. Vous pensez partir où, vous savez? Aux îles. Et où exactement? À Abu Dhabi. Eh ben, Abu Dhabi Accueil. Vous cherchez Abu Dhabi Accueil et vous trouverez une association avec des femmes, donc c'est très féminin en fait, qui seront ravies de vous accueillir et qui vous inviteront à un café gratuit à la rentrée pour vous présenter leur programme. Il y aura l'ambassadeur. Rien à voir avec l'Alliance française. Non, l'Alliance française, c'est un lieu qui dépend des services publics français. La FIAF, c'est une association. L'Alliance française, c'est un organisme public qui a pour mission de faire rayonner la culture française. À l'Alliance française, vous trouverez les salariés, souvent, il y en a quelques-uns qui sont français, mais c'est à destination des locaux. C'est pour les Émiratis, pour les aider à maintenir leur lien avec la France. Ce n'est pas pour les Français. Les Français, ils vont, mais c'est pas fait pour eux. FIAF, ça s'écrit comment? FIAFE. Mais cherchez plutôt Abu Dhabi Accueil. D'accord. Ça, c'est voilà. C'est génial. C'est incroyable comme réseau. Et de découvrir, pour ceux qui n'ont pas encore habité à l'étranger, un truc incroyable, c'est que les Français qui sont plutôt individualistes quand on est en France, quand on est à l'étranger, le fait d'être français, c'est un peu comme si on était cousins. Non mais c'est fou. Vous arrivez dans un parc, vous entendez quelqu'un parler français, et là, il y a une espèce de regard d'un. Toi aussi. Ouais, je me comprends. Ah ouais. Et on est amis. Enfin, moi, je m'est arrivé d'avoir une dame qui arrive avec deux enfants. Il y en a un qui tombe de la balançoire, qui se casse le bras. Elle m'a confié son fils. Elle ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Juste, j'étais française, donc j'étais sympa. Et donc, j'ai ramené un gamin chez moi en lui disant comment tu t'appelles? Ta maman va venir te chercher, mais pour l'instant, tu es chez nous parce que tu es français. Ou de voir quelqu'un qui lit le monde. Ça, j'en souviendrai toujours. Et d'aller m'asseoir à côté d'elle en disant elle doit être sympa, elle lit un journal français. Et ça, c'est un lien. C'est génial sur la nature humaine. Quoi. On n'est pas dans un environnement hostile. Les Émirats, c'est pas du tout un environnement hostile, mais on est dans un environnement étranger. Et donc, le fait d'avoir en commun, le fait d'être français, je me dis, c'est comme si on avait autant de cousins. Et d'ailleurs, un cousin issu de Germain, qui connaît quelqu'un, vous n'avez jamais vu de votre vie. Hein. Vous le rencontrez à l'étranger, mais c'est votre meilleur ami. C'est comme si vous accueilliez votre sœur ou votre frère. Et c'est juste dur au retour, où du coup on est gentil avec tous ceux qui parlent français et qui vous regardent comme si vous étiez complètement siphonné. Alors, moi, je me pose une question, parce que là, je suis déjà sur tous les groupes, The French, à Abu Dhabi, enfin, tout ce qui concerne les Français des Émirats. Et je me pose quand même la question de me dire, est-ce qu'à force de vouloir être avec des Français, est-ce qu'on ne s'enferme pas non plus? Est-ce qu'on s'expatrie pour se retrouver? Bien sûr, c'est une question complètement légitime. Est-ce qu'on ne se ferme pas à autre chose aussi, à force de chercher des Français sur place? On en parlait tout à l'heure, et en fait, le conseil, c'est pas forcément de s'enfermer dans cette communauté, mais au démarrage, c'est important parce qu'ils vont vous faire gagner un temps fou. Bien sûr, ça n'exclut parce que ce qu'expliquait Alix tout à l'heure, elle a plus d'infos que moi, mais ce qu'elle expliquait, c'est que si on arrive et que on va tout de suite essayer d'aller chercher à sympathiser avec des locaux, si vous ne maîtrisez pas les codes, la langue, ça va être difficile d'être ami immédiatement avec des locaux. Et d'ailleurs, ton exemple tout à l'heure que tu disais si bien, c'est est-ce que vous, ici, aujourd'hui, en tant que Français, vous invitez des personnes étrangères chez vous et vous sympathisez avec ces personnes-là? Comme ça, du premier coup. Combien d'étrangers sont venus dîner chez vous cette année? Voilà. Pourquoi est-ce que moi, je suis arrivée en Italie, pourquoi est-ce que les Italiens m'auraient invité à dîner chez eux? Comme ça, ils invitent, surtout en Italie, ils invitent leurs potes d'enfance. Leur réseau s'est fait quand ils avaient 20 ans, ou jusqu'à leurs 20 ans presque. Après, on a un peu une seconde chance avec l'école des enfants. Un petit peu avec les collègues. Mais c'est compliqué de se faire des vrais amis à 35, 40, 50 ans. Même en France, d'ailleurs. Tout à fait. Alors là, le super truc, c'est que vous allez être qu'avec des gens, des Français,
qui sont eux aussi arrivés depuis peu et qui eux aussi sont en recherche de se faire un contexte. Pour ça, je vous dis, ne loupez pas. C'est un peu cru ce que je veux dire. Mais le café de la rentrée de la FIAF, c'est la foire aux amis. Je fais des bacs aussi. Et il y a plein de gens qui se sont fait leurs meilleurs amis de leurs 3 ou 4 ans d'expat, qui sont généralement des amis à vie. Hein. C'est pas du tout artificiel. Mais à cette occasion-là, je m'inscris tout de suite. Voilà. Après, ça n'empêche pas que l'étape d'après, c'est de se dire, je vais voir des internationaux. Je disais, ma meilleure amie en Italie, elle était espagnole. Ma meilleure amie en Espagne, elle était italienne. Mais quand j'ai vu les amis de ma copine italienne quand je suis arrivée en Italie, j'ai pas pu être amie avec elle parce que je parlais italien, mais pas assez vite. Je n'avais pas les rêves. Je sentais que j'étais un boulet pour elle parce qu'elle se marrait toute. Ça me drôle, mais j'ai pas compris la blague. Et voilà, donc ça prend beaucoup de temps pour se faire vraiment des amis profonds. Et même, par exemple, les Français, c'est un peu des clichés que je vais vous dire, mais les gens qui sont aux États-Unis depuis très longtemps vous disent, je ne suis pas sûre que mes copines américaines soient des vraies amies, au sens, parce que la relation à l'amitié n'est pas forcément la même. Ça dépend des gens. C'est des choses que c'est des choses que j'entends régulièrement. Ah, si ça peut vous aider, moi quand j'ai été expatriée il y a un certain nombre d'années, j'avais ce même réflexe que vous en me disant je suis partie à Londres, pas très loin, mais moi je voulais apprendre l'anglais, je ne voulais pas parler français et je voulais tout de suite rencontrer que des amis. Donc moi j'ai pas fait FIAP, j'ai pas fait tout ça, je me suis dit moi je veux parler anglais toute la journée. Et en fait j'ai pas réussi. Les premières soirées, donc j'étais quand même un peu plus jeune, les premières soirées, je tombe sur des Français qui venaient de s'installer, mais quelques semaines avant moi, ils avaient déjà tous ces codes. Et ça a été mes amis pendant très très longtemps, parce que du coup, j'ai gagné un temps fou en restant avec eux. Et voilà, même si j'avais cette volonté-là, les 9 premiers mois, j'étais restée qu'avec des Français. Et après, par le biais du travail, là, j'ai pu me créer mon cercle de londoniens, en fait, d'anglais, avec qui je suis encore amie aujourd'hui, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Et après, chaque histoire est différente. Et moi, j'ai débarqué en Australie à 25 ans avec 2 enfants. J'étais un ovni pour les Australiennes qui se marient dans la ville où j'étais, clairement, on ne se mariait pas avant 30 ans, premier enfant à 35 ans. La fille de 25 ans avec 2 enfants, pour eux, on m'a demandé pourquoi je portais pas le voile et c'est mon père qui m'avait mariée, quoi. Ils hallucinaient. Mais je me suis fait des très grandes amies australiennes qui avaient le double de mon âge. Et c'est pas grave, c'est resté des super amis. Mais et en revanche, moi, je n'étais pas du tout au courant que la FIAF existait. Mes enfants n'étaient pas à l'école. J'avais quand même que 25 ans, ils étaient vraiment minuscules. J'ai crevé de solitude au début. Et puis petit à petit, ce qui m'a permis aussi, c'est là que c'est la double tranchant, de me faire des amis australiens que je ne me serais peut-être pas fait si j'avais vu des Français, parce que c'était beaucoup plus difficile et qu'il fallait crever de solitude pour se dire qu'en fait, ma première grande amie, elle avait 90 ans et que ça allait devenir une grande amie. Peut-être que si j'avais eu des copines françaises tout comme moi, je serais passée à côté de cette dame qui est une des belles rencontres de ma vie. Voilà, donc c'est un équilibre que vous dessinerez. Mais voilà, l'expatriation, ça peut être dur. Donc, crever de solitude, c'est dangereux. C'est en tout cas la seule chose importante. On parlait de vulnérabilité. Dans la vulnérabilité, la première chose d'ailleurs, point homme, c'est pas spécifique pour les femmes, la première chose qu'on fait dans un pays, avant la FIAF, c'est de s'inscrire au consulat. Parce que en cas de pépin, d'abord c'est ce qui vous permettra de voter. Je ne sais pas quand est-ce que vous partez en direct, on va entrer dans un site où ça va être régulièrement nécessaire. Mais en plus, en cas de pépin, si vous êtes inscrit au consulat, ils vous cherchent. S'il y a une inondation, s'il y a un coup d'État, s'il y a n'importe quoi, c'est indispensable d'être inscrit sur le site du consulat. Hein? Et ça, c'est un des très nombreux conseils que vous voyez dans cette conférence qui est là aussi sur le site Femmes Expat, sur la vulnérabilité des femmes expatriées. On va donner la parole à d'autres experts. Il y aura d'autres sujets encore que ceux qu'on a abordés. Rencontre et relation, c'est vous qui l'avez mis sur le tapis. Donc, on en a parlé. Mais je pense qu'en conclusion, je vous parle de solitude, je vous fais un peu peur. Je pense que quand même le plus grand cadeau d'expat, c'est les amis. On se fait en expatriation des amis. Je vous vois sourire. Ouais, ça fait 24 ans qu'on se connaît en expatriation.
Et voilà. Moi, j'ai aussi un petit bémol, je trouve, dans certains pays, je trouve que le gap culturel, il est tellement fort. En fait, il faut aussi faire ce deuil de ne pas se faire des amis locaux. Et moi, ça a été une grande souffrance au début de ne pas avoir beaucoup d'amis locaux. Et en fait, il faut aussi des fois faire ce deuil-là parce que c'est pas possible. Il y a trop de différences culturelles. Et donc, on va plus naturellement vers des amis français ou européens qui nous ressemblent, sur lesquels on a plus d'affinités et c'est moins difficile. Et après, il y a aussi des pays où les locaux ne sont pas forcément non plus très ouverts avec. Et ça, c'est fait ce deuil. Et moi, quand j'ai compris ça, j'étais vraiment plus en paix aussi parce que j'ai arrêté de culpabiliser aussi, de ne pas avoir plein d'amis locaux. Et voilà. C'est un sujet très clivant. Parce que d'abord, il y en a qui arrivent dans des pays où on se dit que c'est impossible. Oui. Mais c'est des modes de vie. Et alors, par exemple, ça dépend si vous arrivez en couple ou pas. Quand vous arrivez avec une famille, j'arrivais en Australie avec une famille, c'était un petit peu plus compliqué que mes copines du même âge qui arrivaient célibataires et qui, elles, pour le coup, se sont certainement beaucoup plus fait des amis locaux que moi qui arrivais avec mes bagages. La barrière de la langue aussi. La barrière de la langue peut jouer. J'ai vu en Afrique, on dit par exemple en Afrique, ça peut être difficile parce que vous parlez des quarts de vie des femmes arrivées célibataires, se marier avec un local et être totalement intégrées dans des pays d'Afrique avec lesquels les différences culturelles sont énormes. Et c'était une découverte, un chemin culturel absolument extraordinaire. Donc tout est possible, il n'y a pas beaucoup de règles, mais ne pas rester seul. Et puis l'autre chose qui est en train de changer, c'est qu'on est quand même dans un contexte géopolitique qui est vachement violent. On ne perçoit pas trop en France où on peut avoir l'impression que l'on est occidentaux. Donc, tout le monde aime bien l'Occident. On est gentil en Occident, on respecte tout le monde. Dans un certain nombre de pays en ce moment, on voit du racisme anti-blanc émerger qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Et je pense à l'Inde, par exemple. Moi, j'ai des amis en Inde qui m'ont dit, mais j'ai été sidérée de ne pas être la bienvenue parce que je suis française. Française, c'est des Indiens, je ne comprends rien de particulier contre les Français, mais parce que je suis occidentale et chrétienne. En Chine, on a vu des actes de racisme anti-blanc. J'ai un ami qui me disait il n'y a pas longtemps, il a attendu 2 heures pour avoir un taxi. Les taxis s'arrêtaient, voyaient qu'il était blanc et repartaient. C'est des choses qui étaient inconcevables il y a 10 ans. Voilà. Donc selon les pays, moins, ça se développe. C'est plus fort. Beaucoup plus il y a 30 ans, comme moi j'y étais en Chine par exemple, et puis après ils ont été habitués aux expats, et puis donc peut-être qu'il y a un retour, il y a un backlash, mais là par exemple moi je vais au Japon, en ce moment ça monte beaucoup au Japon. Même un retour de bâton sur il y a trop de touristes, trop d'étrangers, et eux ils ne sont pas habitués, et là en ce moment ça monte un peu. Voilà, donc ça, soyez-y préparés. On ne peut pas. On veut dire, notre pays n'a pas forcément de leçons à donner non plus. Donc, voilà, juste ça. Mais par contre, pour l'histoire de toute cette merveille de réseau qu'on a. Ouais, c'était le troisième. Les alliances françaises. Les alliances. Et l'avantage des alliances, oui, il y a le feu aussi, il y a le flag, mais l'avantage des alliances, c'est que, en fait, c'est pour les locaux, justement. Mais comme c'est des locaux qui viennent chercher ce développement culturel francophone, c'est là où, éventuellement, je pense, il y a l'ouverture de lier avec des locaux, parce que ce sont de toute façon des locaux qui sont tournés vers nous, quoi. Vers nous, les francophones, carrément chez eux. Donc, ça peut être aussi un endroit pour trouver un petit job parce qu'ils cherchent des bénévoles. Si on a un background de prof, il y a beaucoup de trucs de cours de français. Mais surtout, c'est parce que c'est des locaux où comme c'est le développement de la culture et de la langue, il y a aussi pas mal de cours pour les enfants et tout ça. Donc, quand il y a des couples mixtes, et je pense que c'est la porte, on va dire, la plus facile avec les locaux. Quoi. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut tous les faire. Quoi. Et vous n'aurez pas du tout le même écueil selon si vous êtes un expat de passage ou si vous vous installez durablement. Je pense parce que souvent, on sait que les couples mixtes sont des gens qui sont des super ponts pour aider, parce qu'ils sont vraiment ancrés, ils comprennent les deux cultures, et voilà.
Donc, plein de copines d'un couple mixte qui m'ont dit, enfin, quand je suis arrivée au début, t'as l'air sympa, mais j'ai pas envie de te voir. Ça fait trop mal de voir des expats de passage. On s'attache et 2 ans plus tard, ils se sont barrés. Donc, moi, je ne vois plus d'expats. Finalement, ils se sont fait avoir une fois de plus. Mais quand on arrive en sachant qu'on reste pour longtemps, on verra souvent pas les mêmes gens. Voilà, enfin, chaque société a ses codes et ces sociétés expats, elles sont très codifiées aussi. Donc, voilà, il faut développer ces antennes pour comprendre un peu ce qui est su. Alors moi, justement, dans le groupe des Français d'Abu Dhabi, enfin, tout le monde parle d'un turnover. Ouais, d'accord. C'est des situations-là, oui. Un turnover. Ah oui. Donc, bon, et tout le monde s'en plaint, finalement. Ah ben oui, mais ça, c'est l'expat. Donc, quand c'est l'expat, on va quitter les gens qu'on aime, on va en rencontrer d'autres qui vont bouger. Un expat, il a le cœur en larmes tout le temps. Tout le temps. Ça fait partie. Les expats, ça pleure tout le temps. Mais ça sourit tout le temps et ça fait des fêtes. Les fêtes d'expat sont des fêtes comme nulle part ailleurs. Enfin, je n'ai jamais fait la fête en France. Comment on fait la fête en expat. Donc, voilà, c'est pour faire le dire, c'est plus émotionnel. Mais c'est beau. Je ne connais pas beaucoup, ce sera peut-être notre mot de la fin. On ne connaît pas beaucoup d'expats qui, à part les cas de non-préparation des enjeux qu'on a vus au départ, protection sociale, statut matrimonial, conseil juridique, etc. À part ça, on ne connaît pas beaucoup d'expats qui regrettent leur expatriation. Ça peut être très dur. On peut passer par des moments de solitude, d'inquiétude, etc. hyper durs, mais en général, on y gagne tellement en découverte, en rencontre, en approfondissement de la compréhension de qui on est, et de qui est la nature humaine, et d'autres façons de vivre, d'être au monde, que voilà, je ne connais pas grand monde qui reprend cette partie. Est-ce que tu veux rajouter un mot? Non, oui, non, mais c'est très bien, tu as très bien résumé. Voilà, et on l'a dit aussi pendant la conférence, c'est d'être bien préparé. Alors, vous ne pouvez pas de toute façon gérer toutes les situations avant qu'elles se produisent, mais en tout cas de les imaginer. C'est marrant, tous les gens. C'est au moins de les imaginer et d'avoir de C'est savoir marrant. vers qui vous tournez, le cas échéant, si un jour ça se produit. Alors, si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Mais au moins savoir vers qui vous tournez et qui peut vous épauler en cas de coup dur. Ça va, j'arrête. C'est vrai, c'est un autre truc. D'avoir au moins une famille qu'on peut appeler si ça ne va pas. Je me souviendrai toujours de rencontrer dans l'avion en Australie une petite louloute de 18 ans, on avait 25 ans, toute mignonne, avec qui on avait donné nos coordonnées. Et un jour, à 3h du mat, le téléphone sonne. Solidarité entre Français, c'était la petite louloute qui nous disait mon codou, je suis en train de m'agresser, là, je suis enfermée, est-ce que vous pouvez venir me délivrer? Bah, évidemment, mon mari a appelé un autre mec, et ils y sont allés à 2, et ils ont sorti exfiltré la louloute, parce qu'effectivement, le mec n'était pas sympa. Ça, avoir toujours un numéro de qui on appelle si ça va pas. Parce que ça, c'est vachement important. Et dans ce, bon, alors nous, on ne viendra pas nous chercher si ça va pas, mais le consulat, c'est vachement important. On a plein de guides sur le site Femmes Expat, ce guide-là. Guide pour trouver du boulot, guide de l'expatriation avec plein de tips plus pratiques, préparation de déménagement, l'administration et tout. Guide de la carrière à l'international pour celles parmi vous qui n'ont pas encore de job, pour vous aider à chercher du travail à l'étranger. Guide de scolarité à l'étranger pour les enfants. Voilà, plein de ressources. Et on a des coachs. Si jamais il y en a qui dans l'expatriation ne se passe pas bien, ou pour trouver du boulot sur place, notamment, c'est les 2 sujets sur lesquels on intervient le plus souvent, ou pour des dimensions interculturelles. J'ai mon poste, ça se passe bizarrement avec les équipes locales. Il manque une clé, quoi. Voilà, plein de choses sur lesquelles on intervient. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour finir? Non, on a des questions plus spécifiques dans le chat, mais on va les mettre en relation de toute façon avec toi, Rachida ou Alix. Et puis, je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans la salle. Juste une remarque, c'est des élus aussi. Hein, oui, voilà. Oui, merci de rappeler. C'est important de savoir que vous avez des élus à l'étranger. Oui, je l'ai dans moi-même. Ah oui, je ne parle pas pour ma paroisse. C'est vrai que c'est des relais indispensables et que vous avez plusieurs strates d'ailleurs des mots. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant à l'occasion de présenter à votre public cette représentation des Français et des étrangers. Alors, c'est quelque chose qu'on fait, nous également, pour le journal.com. On parle beaucoup des élus, des Français à l'étranger. Et pour Femmes Expat aussi, mais c'est quelque chose, effectivement, vous voyez, d'organisation de la vie institutionnelle à l'étranger. qui est très différente de ce qu'on a en France, effectivement. C'est différente et qui a une histoire passionnante et voilà, sur laquelle... voilà, sur le site Femmes Expat, sur la Maison France,
avec toutes les pièces de la Maison France, la FIAF, l'Alliance française, etc., mais aussi les conseils du commerce, les conseils consulaires, les députés, les sénateurs. Enfin, c'est extraordinaire, la représentation française. C'est fou. On est des salles. C'est très complet. Là, on n'est pas les seuls. On est les Italiens et la Tunisie. Enfin, j'ai fait une étude là-dessus, je vous l'en ferai. Ah, bah, on n'avait pas ça. Non, on est un cas exceptionnel, mais on est quand Et les autres pays font pas ça. Non. Ah non. Ah non. Moi, ça peut être super cher. Et même là, vous parlez de la mode, j'imagine. Italie, Tunisie, France. Ah non, Ah, Tunisie, ah oui, d'accord. non, c'est des pays qui ont une représentation. Mais enfin, la France a 450. Ou les lycées français. Les réseaux comme le lycée français, les lycées C'est comme l'affaire extérieure. Pour la Ah oui, donc ça, la Maison France, c'est un. Enfin, la team France, c'est un. Très complet. Et vous dépendez de. Enfin, vous êtes avec le. Enfin, vous dépendez des consulats Les élus. Ah, les élus, non, c'est les élus au suffrage universel. Dépendez d'un parti politique en général. Ben là, par exemple, pour les prochaines, si on inscrit sur les listes à l'étranger, c'est pour nos représentants Voilà. de l'étranger. C'est pour la député aussi des. Oui, député. Ouais. En fait, vous pouvez voter pour les élections françaises, élections européennes aussi, même depuis l'étranger, même si vous n'êtes pas en Europe. Le vote en ligne, c'est exceptionnel. Voilà, vous allez voter en ligne, pas pour toutes les élections, mais il y a au moins sur certaines. Là, pour les législatives notamment, vous allez les avoir. Et puis, vous avez les élections consulaires, du coup, vraiment pour les représentants en fait, des Français à Vous l'étranger. saurez qu'encourager nos femmes expatriées à s'engager dans la vie politique française à l'étranger. Ça, voilà. Un moyen de créer un réseau aussi. Voilà. Exactement. Et en parlant de vulnérabilité, je ne l'ai pas dit, mais là, vous trouverez dans le guide toutes les associations de protection des femmes à l'étranger. Il y en a deux de plus en plus, et elles sont répertoriées là. Il y en a sur quand il y a des problèmes dans les couples. Il y en a sur la maltraitance faite aux femmes. Il y en a juste sur la sororité. Ouais. Ne vous en privez pas aussi, cette partie du beau réseau. On vous conseille notamment The Sorority, hein, qui a une antenne qui s'appelle Save You, dédiée aux femmes françaises à l'étranger. Vous avez des coordonnées. Ouais. Voilà, et le flash aussi. Ouais, exactement. Super, merci à tous. Merci. Merci.